Bienvenue dans le grand groupe Canal Hausa sur Média d'Afrique. Média d'Afrique qui ce soir, comme d'habitude, c'est chaque mercredi, vous avez souvent droit à Géo2, c'est-à-dire géopolitique, géostratégie. Mais ce soir, et cela va se passer les semaines qui arrivent, ce soir, nous déroulons un tapis rouge à une personnalité africaine, un fils africain. Il a pour nom Dr Agbeyomi Kodjo Messan. Il a été un personnage central dans l'histoire du Togo. Il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2020, c'était en février. Il a justement, et selon tout ce qu'il défend ces derniers temps, gagné cette élection, mais muselé, martyrisé, et justement, c'est les termes qui viennent du patriarche de ce pays aussi, archevêque, qui justement est aussi en exil pour ces mêmes causes. Ce soir, vérité ou alors 52 minutes de vérité sur cette situation du Togo. Je pars sur ce fait et rencontrer le docteur Agbeyomi Kodjo Messan qui en réalité est un personnage connu. Il a géré la transition au Togo. Il est aujourd'hui en exil pour avoir justement défendu sa souveraineté, en fait, la légitimité du peuple, dont la souveraineté du peuple, dont il a été justement vainqueur de l'élection présidentielle de 2020 en février. D'ailleurs, selon le patriarche archevêque qui est Monsieur Pozo, qui est aujourd'hui en exil, lui, il s'apprêtait justement à célébrer la prestation de serment de ce dernier, qu'il a été arrêté, pratiquement pris en otage par le régime togolais, et il a été obligé de se réfugier aussi, de partir en exil. Mais en réalité, nous sommes dans la vérité en Afrique, car il n'y a qu'en Afrique que comme ça les présidences, en fait ceux qui défendent leur souveraineté ou leur vote ou leurs électeurs vont en exil, parce que si on rentre dans l'histoire avec le cas justement aux États-Unis où Al Gore et Bush avaient justement été en affrontement, Al Gore n'est jamais parti du pays car en principe il revendiquait sa victoire, et la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO a prononcé un arrêt de justice donnant gain et cause à Dr Agbeyomi Kodjo Messan. Docteur, vous êtes avec nous en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami, et puis bonsoir également à vos auditrices et à vos visiteurs. On va dire comme ça, des téléspectateurs et téléspectatrices qui sont très nombreux à suivre cette émission qui a été annoncée. Elle passe sur le streaming, notre application, et naturellement tous nos forats qui sont très nombreux, des milliers et des milliers de personnes à suivre. Docteur, avec beaucoup de plaisir, c'est l'heure de vérité. Défendez votre titre de président démocratiquement élu du Togo, et d'ailleurs vous avez une grande masse de personnes, peuple togolais qui vous suivent dans cette affaire, un patriarche, un archevêque en exil. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui de votre situation et de la vie que vous menez? Merci. Un sentiment de consternation et également de colère. C'est triste quand même que, après avoir passé 17 ans donc à la tête du pays, sans résultat probant, que pour une élection que vous-même vous avez organisée, que vous avez perdue, parce que lorsque le road-up a été fait, nous n'avons jamais publié les résultats d'une élection au Togo 24 heures après le scrutin. Il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que l'observateur de l'Union africaine, pendant la campagne, a invité Monseigneur Kodjo à son hôtel pour lui dire que si d'aventure son candidat ne gagnait pas, il ne faudrait pas qu'il mette les gens dans la rue. Donc en fait, le pouvoir, voyant de toute façon l'ampleur donc de l'enthousiasme qui accompagnait donc notre campagne, était frileux et avait commencé déjà par préméditer de montrer le coup qui est advenu 24 heures seulement après les élections. La CENI, qui est l'organe qui organise les élections, a prévu publier les résultats le 25. Parce que la loi électorale dit, avant toute publication, il faut avoir tous les PV entre les mains, les contrôler, les vérifier, les centraliser
les certifier avant d'aller donner les résultats. Vous admettez avec moi que les PV étant convoyés donc par la route, on ne peut pas mobiliser 9389 PV en une journée et faire toute la chaîne d'opérations nécessaires avant de publier les résultats provisoires. Donc, il a fait un hold-up. Très bien. Les manifestations donc des rues étaient telles que il dépêcha chez moi. Quand je dis il, ça dit Foynansingbe, le président sortant, pour me dire ceci: nous voulons ta victoire, mais tu ne peux nous envoyer en prison parce que c'est nous qui avons le monopole des forces de sécurité et de défense. Abandonne tes recours, tu seras nommé Premier ministre au pouvoir élargi et Faure lui-même te remettra une valise. Ça, ce que je dis là, le porteur de ce message est vivant. Il est au gouvernement. Depuis là 2 ans que je crée la même chose, il ne peut pas se dédier ou nier. C'est d'autant plus qu'après cette rencontre-là, il est parti voir un homme politique qui est très proche de moi, d'exercer des influences sur moi afin que je puisse accéder à la requête du président sortant. Et donc, c'est un fait vérifié. Le voleur reconnaît avoir volé. Et donc, pour moi, si on veut être digne, honnête et respectueux donc du peuple, je crois quand même que il faut savoir raison garder. Première observation. Deuxième observation. L'ambassadeur d'Allemagne, il est encore en poste là. Il m'a dit à moi que vous les avez écrasés, mais ils ne veulent pas partir. Il a répété la même chose au prélat, c'est-à-dire Monseigneur Podjoro, à qui nous rendons hommage, parce que le Togo devenait un pays où la tenance n'était pas possible. Le même Monseigneur Podjoro a été lui-même personnellement chez tous les acteurs politiques, aussi chez les leaders de la société civile pour leur dire, mettons-nous ensemble pour que nous puissions donc donner les chances à l'alternance. Il a réussi son pari. Nous étions la seule coalition. Les autres 5 membres de l'opposition ils ont été individuellement. Et donc, les résultats sont clairs. Je veux ajouter que le représentant de la CEDEAO à cette élection, qui au demeurant fut un ami, quand j'exprimais ma colère et tout ça, il me dit, mais qui ne sait pas que tu as gagné? Mais c'est l'institution de la communauté internationale. J'ai dit, quelle est cette communauté internationale qui parle tout le temps de souveraineté des peuples, autodétermination des peuples, et qui a vu un candidat gagner et impose son candidat parce que de toute façon, il a l'habitude de faire des affaires, du business avec ce candidat-là. En tout cas, aujourd'hui ou demain, je défendrai donc la souveraineté du peuple togolais. Pourquoi? Parce que pendant la campagne, il me dit, mais on va voter pour vous, vous allez gagner, mais et si on vole, comment tu fais? J'ai dit, je vais résister jusqu'au bout. Et je crois que je suis dans cette résistance-là. Les gens ne sont pas lire les signes du temps. Le monde a changé. Déjà, donc, le 5 octobre 1990, donc, après donc, la chute du mur du Berlin, des jeunes se sont levés pour réclamer la souveraineté. Ils se sont levés. Ils ont marché dans les rues pour réclamer la souveraineté. Le 22 février 2020, la souveraineté a été obtenue, non pas par des marches du monde dans la rue, mais par les urnes. Et la volonté du peuple, pour moi, est sacrée. Le verdict des urnes est sacralisé. Que la communauté internationale de tout ne dit rien par rapport à ça. Jusqu'à présent, je dis, elle porte une lourde responsabilité parce que le trou du Togo, c'est un véritable scandale. Parce que celui qui est assis dans le fauteuil n'a pas dépassé la barre de 20%. Et tout le monde le sait. Mieux, on fait une élection, personne ne te félicite. Certains candidats même ont ouvertement, de toute façon, critiqué, dénoncé. Donc, le fait que qui se soit autoproclamé. Mieux, tu falsifies la signature
de la France, de l'Allemagne et de la Commission de l'Union européenne. Un député, un ancien ministre togolais, interroge Macron au lendemain de la diffusion de ces faux messages, sur RFI. Macron lui dit, Emmanuel Macron lui dit, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne ne l'ont reconnu. Un député de l'Assemblée nationale, de la Commission Affaires étrangères, confronte Le Drian. Et Le Drian lui dit, non, nous avons envoyé un courrier de courtoisie internationale. Donnez-moi une copie de ce courrier. Incapable. Et il lui dit, c'est classé secret défense. Il confirme que la fausse lettre de félicitations là est un vrai fake. Ce dans la mesure où le courrier que vous avez prétendument, que vous affirmez prétendument avoir envoyé, personne n'a vu la couleur de ce truc-là. Je crois quand même que, bon, appelons les choses par le nom d'un certain lobby en France, la France-Afrique, qui fait tout cela. Mais Macron, qui tout le temps, dans toutes ces interventions, parle de souveraineté donc énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté agricole, souveraineté ceci, ne peut pas de toute façon rester dans le silence, ce d'autant que le député, qui a pour vocation de contrôler l'action du gouvernement, lui a envoyé une lettre publique. Nous avons une copie de la lettre, lui demandant de dénoncer l'imposteur qui a falsifié la signature de la France. Et là, la France, la sécurité de la République a été attaquée. Ce d'autant que on vient de diffuser sur une radio de service public de faux messages, rendant de toute façon la réputation déjà connue pour RFI, radio de mensonge. Et ensuite, on falsifie la signature du président de la République française. Ce n'est pas la signature de Macron en tant qu'individu qui a été falsifiée, c'est la signature donc du président de la République française. Mais je crois quand même que les cas sont clairs. Si on falsifie quelqu'un qui gagne régulièrement une élection, il ne falsifie pas la signature des partenaires étrangers et chercher de toute façon à leur, en tout cas, bander la bouche pour qu'ils ne parlent pas. Emmanuel Macron doit se prononcer pour, en tout cas, la fierté, la dignité de la fonction et de la France. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, d'une manière ou d'une autre, de dire, vous faites une élection, personne ne vous félicite dans le pays. Nous avons reçu des félicitations des partis politiques de la société civile que nous avons confiées donc à ce que vous appelez la communauté internationale à travers le G5, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les États-Unis et le système, comment vous appelez ça, les États-Unis et le PNUD, le programme des Nations Unies. Et donc, ils ont tous les papiers entre les mains comme quoi nous avons gagné. Alors, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous allez envoyer les gens défoncer sa maison, casser sa maison, frapper sa femme et ses enfants, dont certains sont européens. Et les pays concernés ne manifestent pas leur désapprobation. Parce qu'il y a une certaine communauté internationale qui a demandé d'imposer fort. C'est la communauté internationale qui décide, c'est un préfet ou c'est un représentant de toute façon en tout cas de cette. Je demande simplement justice pour le peuple togolais. Pour le moment, ils sont tenus par des armes et tout ça et la corruption. Mais moi, je peux vous assurer, il y aura un moment où les Togolais vont sortir massivement pour demander donc la restitution de leur souveraineté confisquée. Comment vous pouvez comprendre que depuis 2020 jusqu'à ce jour, le pouvoir a refusé toutes les manifestations, les demandes de manifestation de l'opposition, notamment de la DMK. Et Monseigneur Podjoro, à qui nous rendons hommage pour son courage, parce qu'à son âge, je ne suis pas sûr que moi, Agbome Kodjo, je serai en capacité donc de faire le service, hein, donc le travail qu'il a fait donc pour le pays. Il est aujourd'hui donc en Suède. J'entends un certain ministre dire que non,
lui n'est pas poursuivi, il peut rentrer. C'est à cause de son statut qu'il appelle. Il a été rudement interrogé au service de renseignement. Je dis bien rudement. Dans quel pays vous avez vu ça? Rudement interrogé. Et c'est nuitamment qu'il a fui le pays. S'il n'avait pas fui le pays, eh bien, de toute façon, on ne sait pas de tout en quel serait son sort aujourd'hui. Mais ceux qui disent que non, il n'y a pas eu une procédure contre lui, le colonel Majurba, qui avait été mandaté de m'assassiner et qui a refusé, il a une dette morale vis-à-vis donc du président Gbagbo. Mais il y a une poursuite derrière lui avant qu'on l'assassine, parce qu'il conteste de toute façon la légitimité de fort. Il a été assassiné à l'intérieur du camp. Et jusqu'à ce jour, ça fait 2 ans que Oui. et on ne connaît pas non plus du moins leur mobile réel. Voilà ce que je lui dis. Au jour d'aujourd'hui, tous les pays réclament de toute façon le respect de leur souveraineté. Je demande à cette communauté internationale que le respect donc de la souveraineté de la nation togolaise est tout aussi importante que les combats qu'ils mènent là aujourd'hui donc sur le plan international. Alors, on va écouter un personnage, c'est pratiquement un géopoliticien qui connaît cette situation. D'ailleurs, il a fait aussi une balise, ça fait 1 semaine aujourd'hui. Je crois qu'avec la complicité de la région, on va aller retrouver cet élément. Mais avant d'aller retrouver cet élément, on va peut-être vous poser une autre question, celle de savoir, vous avez versé beaucoup de choses, beaucoup de faits sur la table. Est-ce que aujourd'hui cette communauté dite internationale, parce qu'il faut prendre cela entre guillemets, je suis d'accord avec vous, parce que pour certains experts c'est une communauté internationale autoproclamée en ceci qu'elle a une dimension unilatérale, unipolarisation du monde et que ces volontés s'imposent toujours comme la force, même là où le droit en réalité dit sa règle. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites confiance à cette communauté internationale? Ça c'est la question, de manière simple. Non, je ne fais pas confiance à cette communauté internationale. Je fais confiance au peuple togolais et également à tous les souverainistes qui luttent pour que, en tout cas, la gestion de leur pays ne soit pas de l'objet de dictats venant de l'extérieur, mais que ce soit plutôt donc une volonté manifeste à travers des actions donc planifiées, réfléchies et concertées pour améliorer le quotidien donc de leur population. Et donc cette communauté internationale aujourd'hui, mais où est-ce que je peux la trouver? La preuve, je vous dis que le représentant de la CEDEAO, le chef de mission électorale de la CEDEAO était obligé de me dire c'est la communauté internationale. Mais en fait, cette communauté internationale, ça se résume à ce que j'appelle la France-Afrique. Pour le cas du Togo. Vous, elle est là, mais elle n'est pas très importante pour vous. C'est le peuple togolais. Alors, aujourd'hui, allons un peu dans ce peuple togolais que vous regardez du haut de votre exil et du haut de votre statut, vous défendez fermement votre statut de président démocratiquement élu du Togo. Quelle est la lecture ou quelle est l'observation que vous avez aujourd'hui de cette communauté ou de ce peuple togolais, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'étranger? Bon, on a eu plein de manifestations à l'étranger qui ont été relayées. Quel est le regard? Et d'ailleurs, la lettre du patriarche, cet archevêque, monsieur Imposo, quelle est la lecture que vous avez de l'appréciation, devrais-je dire, de ce peuple togolais, de cette communauté togolaise? Non, les Togolais revendiquent leur souveraineté, mais penser à les intimidations et également la brutalité que déploie le pouvoir. Mais je peux vous assurer qu'à la moindre petite occasion, je suis sûr que de toute façon, vous ne reconnaîtrez pas ce peuple. Et je crois que c'est ça. En ce moment, c'est-à-dire que la situation est extrêmement difficile. Il y a des choses, donc, quand on vous raconte de nous, on a honte même de raconter cela. Et donc, elle veut de toute sa liberté. Elle cherche sa souveraineté. Mais le cas du Togo, donc, c'est un cas particulier.
C'est un cas particulier. Nous avons beaucoup cru au discours que Emmanuel Macron a prononcé autant à Ouagadougou qu'à la veille des élections présidentielles. À la veille des élections présidentielles, en tout cas pour celle du Togo, il disait, nous verrons s'il y a une confirmation de la légitimité démocratique ou il y a une infirmation. L'infirmation a été écrasante parce qu'il s'agit d'un 4e mandat et pour lequel de toute façon les Togolais n'étaient pas d'accord. Je dis il s'agit bel et bien d'un 4e mandat et Emmanuel Macron n'a aucune justification pour dire que bon, oui, le 4e mandat c'est bon pour les Togolais. Non, puisqu'on sait les dégâts aujourd'hui que causent les 3e mandats un peu partout sur le continent. Et donc, l'appréciation, oui, ce peuple, je l'invite à l'espérance. Je l'invite à croire, du moins, à l'acte qu'ils ont posé le 22 février 2020. Et que ce acte-là ne peut pas être classé en petit profit. Alors, Emmanuel Macron, justement, mis au devant de cette affaire, mais en réalité, vous avez dit des choses assez graves. C'est-à-dire que les signatures, les messages ont été fabriqués sans que cela puisse avoir le cachet officiel. Mais c'est des choses assez graves pour un État. Et là, c'est l'État français. Mais, oui, mais je sois rassuré. Moi, je le disais depuis à Lomé, avant que le député Sébastien Nadeau, au sein de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, se saisit du dossier. Donc, ce que je dis, ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais des enquêtes ont été menées à Paris. Parce qu'en fait, un seul coup de fil que M. Emmanuel Macron passe à Bazoum, vous avez les traces sur le site de l'Élysée. Vous les avez au Quai d'Orsay et vous les avez également de toute façon à l'ambassade donc de France à Niamey. Un simple coup de fil, qui plus est, une lettre, vous trouvez les traces. Les enquêtes qui ont été faites à Paris, on a trouvé la lettre de qu'on a lu sur RFI, ni sur le site de l'Élysée, ni sur le Quai d'Orsay, ni également à l'ambassade, sur personne. Et moi, de toute façon, là où j'ai su que c'est des fakes, c'est que le représentant de l'Union européenne, au cours d'une réunion, nous a dit que non, que eux, ils vont pas reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître ce qu'ils ont fait. Simplement parce qu'ils ont fait des propositions pour assurer plus de transparence au niveau du scrutin, ils ont refusé. Et donc, le représentant de l'Union européenne dit qu'ils ne vont pas faire de déclaration suite d'élection. Et à ma grande surprise, on entend sur RFI, j'ai dit non, ça c'est faux. En tout cas, pour le moment, au moment où je vous parle, tout le monde sait que c'est des fakes, qu'on a fait de faux messages. Quelle est ta fierté, ta dignité de dire que tu conduis le destin d'une nation, mais en n'ayant pas de légitimité et en ayant fait également faux et usage de faux en écriture publique. Ce n'est pas possible. Moi, je dis, si Macron, lui aussi, ça veut dire qu'il est complice de toute façon du banditisme. Il est complice. Ce n'est pas Emmanuel Macron, la signature d'Emmanuel, c'est la signature du président de la France qui a été falsifiée. Et c'est pas moi seul qui le dit. La Commission Affaires étrangères le dit. On demande à M. Le Drian, bon, mais la lettre que vous avez envoyée, donnez-nous une copie. Secret de défense. Depuis quand on écrit à un chef d'État à la suite d'une élection, une lettre, et qu'on dit qu'elle est secret de défense, même à la place donc, du gouvernement qui est là, moi j'aurais honte. Il faut être digne dans la vie. Il faut un minimum de fierté. Et vous allez traîner dans la boue, dont la fierté nationale, la fierté du Togo, que le président togolais qui est là, c'est un faussaire. C'est pour ça que je disais que c'est des choses assez graves, que ce soit pour l'État français, que ce soit pour l'État togolais, en fait, que ce soit pour le peuple togolais ou le peuple français. C'est-à-dire, c'est des choses assez graves. Si, justement, ces faits sont avérés, c'est que ce qu'aujourd'hui, certains Français disent aujourd'hui, les Français qui sont dans l'optique de la contradiction disent aujourd'hui de la France, c'est des choses que la France doit purger son passé en Afrique, et doit changer de logiciel et de paradigme
paradigme dans ses interventions. Alors, vous connaissez certainement une personne on allait retrouver son extrait, il est au confin de l'Ukraine et de la Russie, il suit pratiquement ce que nous appelons nous autres et que nous défendons vivement, l'avènement d'un monde multipolaire. On va lui donner la parole certainement, vous allez peut-être intervenir après pour qu'on puisse continuer à examiner cette situation pour le cas du Togo, justement, et il va évoquer ce cas du Togo dans son extrait. Nous prenons cet extrait, on revient à tout de suite. Depuis la Pologne, pas très loin de la frontière et biélorusse et ukrainienne, je suis aux premières loges, hélas, pour voir peut-être le premier feu nucléaire. Le Parlement allemand, je voulais vous informer de plusieurs choses et voilà, pour avoir le lien entre nous. Le Parlement allemand vient de voter à une grande majorité contre l'envoi d'armes à l'Ukraine. C'est une réponse de la représentation fédérale à l'OTAN et aux USA. Le ministre de l'économie française, comme vous le savez, l'économie française, a bien réclamé l'accès à tous les comptes bancaires des Français. Les pédosatanistes libéraux ont fait rentrer la France dans le monde dystopique de 84 et Orwell, comme vous le savez. Et ça aussi, vous le savez, Macron perd son sang-froid et menace de dissolution le Parlement français si les députés ne votent pas le projet de loi prolongeant le nombre d'années de cotisation en retraite. Géopolitique russe, en Afrique. En Afrique de l'Ouest, la France, comme vous le savez aussi, perd un par un ses positions dans son précaré. Depuis 48 heures, au Burkina, un jeune officier tente de sortir le colonel Damiba. Fort probable que la Russie, qui perd du terrain en Ukraine en ce moment, passe à la vitesse supérieure en Afrique. Il y a un effet boule de neige au sein des armées africaines, chez les jeunes officiers qui ont tiré un trait sur les avantages à court terme et courte vue de l'Occident. Ils pensent trouver chez les autorités russes le respect et peut-être l'utopie de réaliser cette fois-ci une vraie indépendance. De l'Union africaine, en passant par les institutions régionales africaines, phagocytées par la France et les Occidentaux, c'est un combat mené par de jeunes officiers qui ont l'idéal et le but suprême d'achever ce que les aînés n'ont pas réussi lors de la vague des indépendances des années 60. C'est un paradoxe alors que ce sont des jeunes nations taillées sur des cartes des colonisateurs qui veulent s'émanciper une bonne fois pour toutes en tant que nation indépendante avec la volonté d'union panafricaniste ensuite. Mais en dehors du parrainage occidental et surtout le rejet total de leurs institutions moisies. La troisième voie française en Afrique est un échec total. L'idée de Gaulle se meurt une nouvelle fois. La France-Afrique originelle avait été créée avec les réseaux Focard pour tenter de damer le pion aux anglo-saxons. Hélas, la mafia française, la mafia corse, à l'aide de défroquer des services de renseignement SDEC puis DGSE, ont tout gâché à jamais et perdront l'Afrique comme ils ont perdu l'Indochine, en répétant les mêmes erreurs ou presque. La seule chose qui reste en héritage de cette union déséquilibrée, pour encore peut-être 2 générations ou 3, si la France est définitivement chassée, c'est la langue française. Il y aura dans 60 ans quelques petits vieux qui parleront un dialecte français, comme on le parle de moins en moins au Québec ou à Québec, et encore moins en Louisiane. Paradoxe, car on n'a jamais autant parlé le français dans le monde actuellement. Au Togo, plus ancienne dictature en Afrique, où les barbares comme Gnassingbé peuvent ordonner il y a quelques semaines de violer la fille de son opposant politique principal et de faire tirer dans la jambe du mari une balle de pistolet à bout portant. Dans ce petit pays, laboratoire du pédosatanisme mondial, où les plus féroces mafias globales lavent leur argent sale sous les cocotiers de Lomé, où le pétrole offshore coule à flot depuis des décennies, alors qu'officiellement, le pays n'est pas producteur de pétrole. Et ceci, pratiquement dans tous les domaines. Aussi, depuis quelques mois, l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Kodjo, 96 ans, a dû fuir le Togo, car Gnassingbé a décidé de l'assassiner aussi. Quel scandale, quelle honte, mais ils n'ont plus honte ces gens-là. Faire des affaires, avoir des relations diplomatiques avec les barbares,
avec des non-hommes, c'est se rendre aussi complice de ce crime, complice de leur crime, et perdre aussi un peu de son âme. Il est temps de mettre au pas les dirigeants du Togo, un pas martial, entendre sous la botte vengeresse le dernier soupir du dictateur. Voilà ce que je forme comme vœu. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de blablabla, il faut passer à l'action. Mathieu Chikoki, président Agbayome Kojo Meissan, vous le connaissez très bien. Je rappelle, avant de vous donner la parole, que nous autres avons été au feu de la vérité, parce que quand on disait que Laurent Gbagbo était innocent, on avait des insultes partout. Ben, on a vu un tribunal international, la Cour pénale internationale, elle-même prononcer publiquement la sentence que nous avons défendue pendant 8 ans. Aujourd'hui, nous parlons de certaines situations qui sont des situations factuelles de vérité, et nous voulons toujours la contradiction lorsque nous engageons une affaire comme la vôtre, parce que nous avons des éléments, c'est pas vous qui nous avez conviés, nous avons des éléments comme ce Mathieu Chikoki, en principe, qui a plusieurs éléments dans ce sens. Ce sont des éléments de vérité qu'on ne peut taire, comme avec la situation de Laurent Gbagbo en 2011-2012, et d'ailleurs celle de Muammar Kadhafi, malheureusement, lui, il avait été assassiné en mondovision par cette junte internationale qu'on appelle communauté internationale. Alors, quel commentaire, lecture faites-vous de cet extrait de Mathieu Chikoki? Je suis scandalisé d'entendre l'analyse de ce personnage qui depuis des années suit la politique togolaise. Je suis scandalisé, je suis attristé, je suis indigné, et surtout que le viol de ma fille avec le, comment je dirais, avec le tir donc sur la jambe de mon jambe, donc pour l'immobiliser avant de passer à l'acte abject et ignoble au lendemain d'une grande manifestation que nous avons convoquée et qui a été annulée. La récompense que le pouvoir voulait me donner, c'est d'envoyer les gens violer ma fille. C'est-à-dire, comment vous pouvez utiliser ce genre de méthode pour régler un compte à un adversaire politique? Ce que je dis, je veux que le monde entier le reconnaisse, que Faure n'a pas gagné les élections. La preuve, des candidats à cette élection ont contesté son truc, comment je dirais, son odeur. Ils ont même dit qu'il est assis dans le fauteuil de manière illégale et illégitime, et qu'il faut envisager autre chose pour pouvoir le chasser. Ce que je viens de dire vient d'un candidat. Maintenant, vous-même, vous m'avez appelé pour me dire, vous avez gagné, nous avons volé. Mais avant cela, la plupart des partis politiques ont reconnu notre victoire. Et donc, à travers cette élection, on fait 5 coups d'État. Électoral, militaire, judiciaire, médiatique et diplomatique. Je pense que le silence de la communauté internationale est criminel. Je pense que Emmanuel Macron doit se prononcer sur l'interpellation du député de l'Assemblée nationale de la Commission Affaires étrangères. Ce que j'ai appris dans l'articulation de ton des élections d'une république, c'est que l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Ne pas le faire, c'est non seulement mépriser le Parlement, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale française, mais aussi mépriser, si vous voulez, le peuple togolais. Pendant son premier quinquennat, Emmanuel Macron a tenu le Togo en distance, compte tenu des rapports qu'il avait sur sa table. Je ne comprends pas. Lui qui a déclaré du moins la chose, comment je dirais, à Ouagadougou, qui venait détruire, donc à la France-Afrique,
Je ne comprends pas ce silence complice d'Emmanuel Macron qui fait souffrir le peuple togolais et qui fait souffrir un préal de 92 ans qui est obligé de toute façon de fuir la mort pour aller trouver refuge en Suède, dans le froid. Et après, on vient verser des larmes de crocodile à la radio nationale que non, on n'a rien contre lui, il peut rentrer à tout moment. Alors que le gars, troisième âge, il est avec quelqu'un, un serviteur, sur qui pèse, comment je dirais, des procédures judiciaires que la CEDEAO vient de balayer. C'est-à-dire qu'à la limite, même si nous ne respectons pas nos institutions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, s'il faut respecter les institutions, ce problème ne se poserait pas. Mais maintenant, si vous ne respectez pas les institutions nationales, les institutions supranationales, notamment la CEDEAO, vous n'avez pas respecté cette décision. Depuis le 23 juin, nous étions supposés être au Togo, engager des discussions donc pour le transfert du pouvoir. Nous sommes en octobre là, le 12 octobre, on est toujours dehors. Mais c'est-à-dire qu'à la limite, le Togo est un pays complètement à part. Il n'est pas dans la communauté des nations. Et quand on est dans la communauté des nations, on respecte le droit international. Nous avons saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, Guterres, qui au lendemain des élections, pendant le contentieux électoral, a été à Lomé. Il n'y avait pas une manifestation à Lomé, mais il s'est rendu à Lomé. C'est tellement qu'on lui a demandé de se taire. Mais c'est pas sérieux. Et je dis bien, ils ne peuvent pas triompher. Parce que le 22 février 2020, ce qui s'est passé va au-delà de l'humain. C'est purement divin et spirituel. Et je puis rassurer les Togolais que de rester dans la prière, les louanges, la victoire volée sera restituée. Merci. Donc vous avez une ferme conviction, la victoire volée sera restituée. Nous autres, nous sommes les témoins de l'histoire et du temps présent. Et en réalité, c'est pas que nous voulons nous vanter. Ce qui est vrai pour nous. Et ce qui est faux pour nous. Et quand il y a un problème, nous autres avons pris la mission et le devoir de soulever cela, quel que soit ce qui est brandi en face de nous. On va prendre un autre extrait. Il s'agit de Monseigneur Pozo dont on a parlé tout à l'heure. Mais avant de prendre cet extrait, j'ai envie de poser une question. Vous venez de dire que ce qui s'est passé est divin. Ça veut dire que vous avez la certitude, vous avez la quiétude, vous avez le calme nécessaire pour comprendre qu'en principe, votre victoire volée vous sera restituée, ou que la divinité, ou que la sacralité, ou tout au moins ce à quoi vous croyez va vous restituer cette victoire. Docteur Agboyome Kojo Messam. Les Togolais attendent la première occasion pour aller chercher leur victoire. J'ai cette certitude-là. Ils attendent la première occasion pour aller, en tout cas, récupérer leur victoire. Le problème, c'est que cette victoire est historique. Le score est historique. Et Fognassingé, malgré les fraudes, malgré l'importation des bulletins prévotés, donc du Bénin, pour du moins, mais en tout cas, comment je dirais, corrompre le système, il n'a pas pu. Et il s'est précipité. Jamais dans l'histoire du Togo, depuis la colonisation, donc jusqu'à ce jour, on n'a jamais proclamé la victoire d'une élection à 24 heures. Et que, en fait, de toute façon, les complices sont obligés de dire que c'est la communauté internationale qui nous a demandé de le mettre et de mettre à côté les résultats. Et que, du moins, un ambassadeur en fonction est là, il reconnaît. Tout le monde reconnaît. Les Américains, le département d'État américain a envoyé de toute façon une lettre pour demander compter bureau de vote, pas bureau de vote. Ils ont refusé. D'une manière ou d'une autre, aucun Togolais de toute façon ne croit à la victoire de Force. Force, c'est qu'il a perdu. Et donc, quand je dis que nous allons récupérer, je sais que ce qui s'est passé là, ça ne peut pas rester comme ça. Et que Fort va devoir passer le témoin au choix du peuple togolais le 22 février 2020. Ils le savent tous. Même, je dis même, mon avocat m'a dit qu'en venant chez moi, il a rencontré le ministre Yak Darman, ministre de la Sécurité
et de la protection civile qui lui a dit, dis à ton ami d'abandonner ses recours. Nous allons abandonner aussi nos recours judiciaires et il aura l'offre présidentielle. Et à cet avocat qui fut un ami me dit, mais qu'est-ce que tu vas dire à Monseigneur? Puisque Monseigneur Kpodjolo dit, je veux avoir le destin de Siméon, voir la tendance politique se réaliser au Togo avant d'aller de rendre mon souffle au Créateur. Et donc tout le monde sait, mais cette hypocrisie où on maintient les gens, pas les âmes, l'intimidation et des menaces, je dis, ça ne peut pas triompher. Et que faut lui-même, il doit de toute façon bien réfléchir et organiser du moins mais la passation du pouvoir avant que les événements ne l'y contraignent. Voilà ce que je peux dire, que la victoire du 22 février 2020 sera restituée et que j'interpelle le président Emmanuel Macron, que je respecte, que les Togolais n'ont rien contre les Français. Ils demandent simplement que le gouvernement français respecte le peuple togolais. Savoir que Fonya Sigma n'a pas gagné, mais le recevoir est un crime contre la démocratie. Mais dès lors qu'il est interpellé par l'Assemblée nationale française, s'il est réellement donc républicain et démocrate, il doit de toute façon, en tout cas, aller vers la vérité et prendre les mesures qu'il faut à son niveau pour corriger la perturbation du droit international, de l'injustice et de l'injure faite au peuple togolais. Merci, on va donc, vous avez fait une très belle transition, c'est comme si vous saviez que après cette intervention, nous allons, bon, je l'avais déjà dit, donc Monseigneur Pozo, on va prendre cet extrait de cet archevêque qui en réalité, nous avons lu sa déclaration, nous avons ses lettres ouvertes depuis son exil, il y a même d'ailleurs une lettre sur laquelle nous sommes en train de travailler, en réalité il présente cette action comme étant prophétique. On prend cet extrait et on va vers la fin de ce programme. On le regarde et on revient sur le plateau. À tout de suite. Monseigneur Pozo, un évêque, archevêque, patriarche d'ailleurs, 96 ans si je ne m'abuse, très remonté de son exil, alors dans une marche. Président docteur Abeyomo Kodjo Messa, en tout cas on sait qu'au Togo, les Kodjo, quand on se souvient des Dem Kodjo, c'est toujours des personnes qui ont été au cœur de la construction de cette nation, mais aujourd'hui on est dans cette révélation de la vérité.
actualité. On va vers la fin de ce programme, on est pratiquement vers la fin. Quelle appréciation faites-vous de ce dont parlait le patriarche Monseigneur Pozo, 96 ans, bon, en exil en Suède, c'est pratiquement là-bas, j'y arrive, que s'est déroulée cette marche et ces messages? J'ai des larmes aux yeux de voir un personnage comme ça avec une canne qui marche difficilement et qui va défendre la souveraineté de son peuple. J'ai dit, j'ai des larmes aux yeux. Il a quitté donc la Suède pour venir à Bruxelles pour rencontrer les autorités donc de la commission pour leur dire que arrêtez de faire ce que vous faites au Togo là. Vous avez le moyen de savoir si forêt légitime ou pas. Mais pourquoi vous faites ça contre le Togo? En 63, le premier président démocratiquement élu fut assassiné. Tout à fait. En 2005, quand Fort venait, 1500 personnes ont été trucidées. Au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien que dans une dictature féroce, la plus féroce au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, j'ai pris le devant parce que Dieu m'a dit que l'alternance aura lieu le 22 février 2020. Nous avons fait un raz-de-marée. Vous trouvez encore le moyen de maintenir la dictature? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, j'ai des larmes aux yeux. Et je pense que les gens de la Commission de l'Union européenne, le gouvernement français, notamment le président Emmanuel Macron, doit rassembler tous ces éléments-là et faire justice au peuple togolais. Sinon, et au jour d'aujourd'hui, avec l'action des panafricanistes, il y a de toute façon un éveil de conscience. Et puis le monde change également. Si vous traitez les Togolais comme ça, demain, il peut y avoir une rupture brutale. Et que les gens ne voudraient même plus entendre parler de la France. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas étouffer un peuple de cette manière. Gagner à plus de 10% et aujourd'hui se retrouver en exil, c'est un manque de respect pour le peuple. C'est un manque de respect également donc pour, en tout cas, le choix du peuple. C'est un manque de respect pour la démocratie. Vous ne pouvez pas à longueur de journée abreuver les gens sur la nécessité de toute façon d'être légitime, d'être, comment je dirais, à la tête d'un pays, à la suite d'un vote régulier, et vous comportez comme ça avec les Togolais. Si bien que finalement, la souveraineté là, c'est pour les pays européens, mais pour les pays africains, ben on fait entre amis quoi. Je crois quand même que le cas du Togo est un véritable scandale et j'interpelle encore à nouveau le président Emmanuel Macron de respecter le Parlement français chez lui, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, comme l'interpellation qui lui a été faite par la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, que cette interpellation soit réglée. On ne peut pas étouffer un peuple comme ça, ce n'est pas possible. Il court partout, il parle de souveraineté, on a attaqué la souveraineté de l'Ukraine, on a fait ceci, Togo, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un crime. Alors, il a encore le temps de réparer. Il a encore le temps de réparer pour que nous puissions nous asseoir et discuter. Voilà. De notre coopération, qui doit être désormais gagnant-gagnant et permettre également au peuple togolais de s'émanciper. Nous avons de toute façon des écoles à construire, des centres de santé à construire, nous avons donc des actions sociales donc à mener. Nous devons donc projeter donc le pays donc vers l'avenir et assurer donc comment dire, le futur de nation future et ne pas alourdir les impôts et les impôts que nos enfants petits et enfants paieront demain et ne pas alourdir la dette du pays puisque tous les mois il faut que les gens aillent sur le marché financier, notamment le marché obligataire, pour mobiliser les ressources pour faire face aux dépenses de l'État. Cette histoire de la cherté de la vie, ben, dans les autres pays, il y a eu des thérapies efficaces, même si elles ne sont pas donc complètement efficaces à la hauteur de l'inflation, mais il n'en demeure pas moins qu'au Togo, on n'a rien fait. On n'a pratiquement donc rien fait. Et puis nous avons aujourd'hui des gens qui réclament la victoire, qui sont en prison. Nous demandons la libération des prisonniers politiques.
Macron est là, il sait que les gens ne doivent pas être en prison. Ils sont en prison. Celui qui doit être là, il n'est pas là. Mais quel sentiment il veut que les Togolais, les Africains, aient vis-à-vis de lui? Sentiment de haine et de détestation. Pour dire que nous, ça, c'est quoi? C'est pire que le colon. Et donc, ce que nous demandons, on ne demande pas cadeau, du moins à Emmanuel Macron. On lui demande simplement d'être juste avec le peuple togolais, de respecter le peuple togolais. C'est de ça qu'il s'agit. On ne demande rien. On demande la justice. Mais on va aux élections. C'est clair. Personne ne peut se lever au Togo aujourd'hui et affirmer qu'il faudra gagner. Personne. Vous le savez. Et votre ambassadeur mélange les choses, il faut qu'il corrige. Et il a le droit, le devoir de corriger. Mais on dit, France, fille aînée de l'Église, quand tu fais de ta foi, la France est la fille aînée de l'Église, et un grand serviteur de l'Église qui est en train de s'ouvrir, et Macron va se taire. Il s'appelle Emmanuel, non? Ça veut dire qu'il est chrétien. Il doit agir. Agir pour la justice. Agir pour la vérité. Agir pour des relations paisibles pour l'Afrique, et notamment avec le Togo. Merci pour votre contribution. Vous avez dit beaucoup de choses qui nous permettent de revenir prochainement sur certains angles et peut-être aussi avec vos collaborateurs. Je rappelle, et ça c'est la déontologie médiatique, que si en réalité de l'autre côté du régime togolais il y a des choses qui ne sont pas fondées, qui jugent qui ne sont pas fondées, le débat est possible en principe pour que la vérité puisse éclater, puisque dans cette situation elle est outrageante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été mutilées, exilées. D'ailleurs, un élément tout à l'heure, la fille justement du docteur Aboyemo Kodjo, et c'est Mathieu Chikoki, hein, je crois c'est lui qui le dit, des confins de la Pologne de l'autre côté, que sa fille a été justement violée. Il y a d'autres faits que nous avons sur la main qui ne sont pas assez honorables pour les États africains. D'ailleurs, on a dit au cœur de cette émission que des messages falsifiés sur le dos des États, sur les peuples, en réalité, c'est dénigrant. Merci à vous, une fois de plus, de nous avoir donné de votre contribution. Alors, on se ressent que vous êtes dans le combat et que vous avez la conviction et que surtout, vous voulez la manifestation de la vérité pour laquelle nous sommes fondés d'être des watchdogs. Et nous travaillons pour cela en maîtrisant en principe le fait que toute vérité doit triompher. Je l'ai dit avec la situation de Laurent Koudou-Gbagbo. Beaucoup nous appelaient en 2011 lorsqu'on lançait le débat panafricain comme des aboyeurs, mais ils ont vu que nous avons défendu la vérité dans la plupart des causes. Merci à vous, docteur. Mon cher ami, la situation est accablante et que si fort m'entend et qu'il souhaiterait de moi désigner quelqu'un pour qu'on fasse du face à face, il n'a qu'à le désigner, mais il ne peut pas parce que c'est accablant. Je donne des noms précis. Je donne des noms. Je dis oui ou non a-t-il envoyé son ministre me rencontrer et le ministre a affirmé qu'ils ont volé ma victoire. Je ne peux rien faire parce que c'est eux qui contrôlent les forces de défense et de sécurité d'accepter le poste de Premier ministre au pouvoir élargi et d'avoir une valise. Voilà un fait. Les fausses signatures ont été reprises à Paris. Ont été reprises, ça fait l'objet de débats au niveau de la commission. Au niveau de la commission Affaires étrangères, et que M. Le Drian a été incapable de montrer copie de la lettre prétendument envoyée donc à Fonia Tsingbe, l'atomisé donc du 22 février 2020, et que Macron lui-même a dit à un ancien ministre français que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne ne l'ont reconnu. Voilà. Et je crois que la messe est dite si fort, un minimum de fierté et de dignité qu'il organise la passation de pouvoir. Merci à vous. Et l'élément que nous nous retournons c'est moi qui vous remercie. Cette échéance-là, c'est que s'il veut un face-à-ce, nous sommes là, watchdog, nous sommes là, bien tenus pour ce face-à-face et auquel nous, en fait, ce sera une bonne chose, hein, justement, peut-être de nouer ce dialogue-là par le grand groupe Canal Aoussa Média d'Afrique. Merci à vous, docteur Aboyemo Kodjo Mensah. À très bientôt. Merci. Madame, salut encore. Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir reçus pour ce forum spécial jeu de géopolitique, géostratégie,
Nous avons décanté cela pour faire en 52 minutes de vérité. Vous avez tout compris qu'il y a quelqu'un en réalité qui crie le ras de bol pour une situation de justice au Togo. Nous avons vu justement un évêque aussi, 96 ans, engagé dans cette affaire, qui est passé à côté de la mort et il se retrouve maintenant en exil, pratiquement en Suède. Il est parti de la Suède pour une manifestation dans les bureaux de l'Union européenne, en fait de la Commission de l'Union européenne, pour réclamer la vérité au Togo, la vérité à la communauté internationale, pour qu'en réalité les Togolais, ceux qui sont abusés dans cette affaire, voient la vérité être rétablie. Nous attendons fermement le face-à-face si c'est possible, car en réalité pour nous autres, c'est la vérité, toute la vérité. Madame, salut, monsieur, bonsoir.